Bonjour. On va voir aujourd'hui le troisième chapitre sur la biologie des cormophytes. Je rappelle qu'il s'agit du module biologie des organismes végétaux. Donc la reproduction, on va, comme c'est signalé sur le titre, on va parler d'un seul groupe de cormophytes, les angiospermes. Quand on parle reproduction d'une manière générale, ça peut sous-entendre deux formes de reproduction. La reproduction sexuée, qui est donc du point de vue naturel et évolutif la plus intéressante, et la reproduction asexuée, qui est également intéressante à connaître, surtout pour les applications dont on peut développer. Dans ce chapitre, on n'aura pas le temps de voir les deux. Donc, je vais parler uniquement de la reproduction sexuée. Pour toute information concernant la reproduction asexuée, il faudra compléter à partir des données dans les travaux dirigés ou les travaux pratiques. Bon, l'organisation de l'appareil reproducteur. Là, on a parlé des angiospermes. Donc, le groupe le plus évolué est donc avec l'organisation la plus complète, de l'organe reproducteur. Cet organe, l'unité physionomique, si vous vous rappelez, ce qui a été déjà présenté dans d'autres chapitres, c'est la fleur. C'est l'unité physionomique caractéristique qui regroupe tous les organes reproducteurs. La fleur peut s'organiser à un niveau donc supérieur, c'est-à-dire l'ensemble de fleurs. Un ensemble de fleurs peut constituer une autre unité qui est l'inflorescence, dont on va parler, et on va parler aussi de le produit de la reproduction qui est le fruit. Donc, les inflorescences. Les inflorescences, c'est pas le cas chez toutes les angiospermes, bien sûr. Si on regarde l'organisation de l'appareil reproducteur d'une manière générale, on peut se trouver dans différents cas. Premier cas, c'est une fleur unique. Sur un appareil végétatif, il y a une ou une seule fleur, donc fleur unique. Les fleurs peuvent être multiples, c'est-à-dire sur un appareil végétatif, on va trouver plusieurs fleurs, et dans ce cas, on peut trouver deux cas différents. Des fleurs dispersées qui ne s'organisent pas dans une structure particulière au bout des rameaux. Là, on va parler de fleurs solitaires. Du point de vue organisation, c'est un peu quelque chose de particulier comme les fleurs uniques, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'inflorescence. Deuxième cas des fleurs multiples, c'est que les fleurs vont être groupées au sein d'une structure qu'on va appeler inflorescence. Les inflorescences, et ça, c'est très bien qu'on parle toujours au pluriel, il n'y a pas un seul type d'inflorescence, mais il y a un très grand nombre d'inflorescences. Et ça, c'est une caractéristique importante au niveau de l'organisation de l'appareil reproducteur à tous les niveaux. C'est la variabilité des formes. Donc, il y a une définition générale par organe ou par type d'organe, mais on va voir qu'il y a toujours une grande variation. Et ça, c'est important, cette variation, ce polymorphisme de l'organisation de l'appareil reproducteur, il est en relation avec la diversité taxonomique, et ça aussi indique l'utilité de tout ce qu'on va voir dans ce chapitre pour la taxonomie et la systématique des angiospermes. Je reviens aux inflorescences, donc deux types d'inflorescences, deux grands types, le type indéfini ou monopodial et le type défini ou sympodial.
opposition entre deux modes d'architecture. Ces architectures sont liées au mode de fonctionnement des bourgeons apicaux pendant la période donc de floraison. Ces deux types peuvent cacher à notre niveau ce qu'il peut s'agir de florescence simple ou composée. Composée, ça veut dire on a au sein de l'inflorescence plusieurs fleurs, mais les inflorescences elles-mêmes peuvent être multiples sur un appareil végétatif. Donc, un type d'inflorescence simple ou composée, quand ils sont composés, ils peuvent être homogènes ou hétérogènes. Vous voyez donc les différents niveaux de variabilité possibles. Homogènes, c'est-à-dire de même type. On va voir le même type d'inflorescence, donc aux deux niveaux. Donc, variation en fonction des deux types. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux types? Indéfini et défini. Indéfini, défini, comme je l'ai dit, c'est par rapport au mode de fonctionnement du méristème qui va produire les organes floraux, les organes reproductifs. Indéfini, c'est-à-dire que toutes les structures qui vont être formées par ou qui constituent l'inflorescence sont le fruit du fonctionnement du même point végétatif, du même méristème. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un fonctionnement indéfini. Et dans ce cas, on parle d'une floraison ascendante ou acropète, de base vers le haut. D'accord? Donc, les fleurs les plus jeunes sont dans la partie supérieure et les plus simples, partie inférieure. Donc, le type opposé, c'est dans le fonctionnement, comme je l'ai dit. Cette fois-ci, l'inflorescence est le fruit de fonctionnement de plusieurs méristèmes, de plusieurs points végétatifs. Chaque méristème fonctionne pendant une courte durée et il va donc soit donner une ou deux fleurs, donc comme ici signalé, une bractée, et chaque bractée va axiller une fleur, soit asymétrique une fleur, soit symétrique, on va avoir deux fleurs, il va cesser de fonctionner. C'est un deuxième méristème qui prend la relève et ainsi de suite. Donc c'est ça la différence fondamentale entre dans les deux types. La variabilité, le polymorphisme. Donc au sein de chaque type, il n'y a pas une seule forme. Donc dans le type indéfini, l'exemple ou l'architecture la plus représentative, c'est la grappe. On parle de type indéfini ou famille grappe qui comprend plusieurs types. L'épi, la corymbe, l'ombelle, le capitule. La même chose ici. Le type le plus représentatif, c'est la cyme. Donc on peut parler comme pour la famille grappe, la famille cyme. Et la famille cyme, donc, peut être représentée par différents modèles comme une cyme bipare, unipare hélicoïdale, scorpoïde, et donc en éventail, c'est un autre cas. Ce qu'il faut savoir, là c'est le lien avec la systématique, c'est qu'il y a des types d'inflorescence qui sont caractéristiques de certaines familles. Par exemple, l'épi chez les graminées. On peut prendre l'exemple d'une cyme scorpoïde chez les Boraginaceae. On peut prendre le capitule chez les composés, l'ombelle chez les ombellifères, etc. Donc ça c'est intéressant pour voir l'intérêt d'étudier ces structures. Bon, ici, vous voyez une illustration. A et B correspondent aux inflorescences simples. L'exemple C avec les inflorescences composées. Simples, donc, on peut avoir ici l'exemple
des formes sympodiales, la famille Sim, à croissance définie, Sim unipare, bipare, etc. Ici, la famille Grappe, donc avec l'épi, avec les fleurs sessiles, le capitule caractéristique des composés, etc. Ici, vous voyez les deux niveaux. Voici une inflorescence qui est composée non pas de fleurs, mais d'autres inflorescences. D'accord? Ici, une ombelle d'ombellulule, donc deux niveaux. Ici, un panicule, donc, avec des grappes. Maintenant, on va passer à la fleur. Bon, le schéma d'organisation de la fleur, je pense que c'est connu par tout le monde. Il y a, je le rappelle d'une manière rapide, deux types de pièces florales, des pièces stériles qui ne jouent pas un rôle direct dans la reproduction. Ce sont des pièces protectrices et ornementales, si on peut utiliser ce terme. Donc, les sépales qui forment donc le calice, les pétales qui ferment la corolle. Ces deux types de pièces, calice, corolle avec sépales et pétales, forment l'enveloppe stérile de la fleur qu'on peut appeler un périanthe. À l'intérieur, on va voir les deux autres types de pièces reproductrices, cette fois-ci fertiles, c'est-à-dire qui participent directement dans la reproduction, les étamines, dont l'ensemble forme une androcée, les carpelles, dont l'ensemble forme le génicée. Donc, voici un modèle d'organisation simple d'une fleur. Remarquez qu'ici, on a pris un exemple d'une fleur hermaphrodite. Ce qu'il faut savoir, que dans la diversité des organisations florales chez les angiospermes, ce n'est pas le cas général. C'est le cas le plus fréquent, mais on va voir qu'il y a d'autres modes d'organisation de la fleur que l'hermaphrodisme. Donc, à partir de ces quatre types de pièces, deux types stériles, donc sépales, pétales, calice, corolle, étamine, androcée et donc carpelle génicée, la variation du nombre, de la forme, de la relation entre les pièces, de leur disposition à l'intérieur de la fleur va engendrer une grande variabilité, un grand polymorphisme, qu'on peut parler alors d'une grande diversité de la morphologie florale. Cette diversité est très utile pour reconnaître et classer les plantes. C'est toujours le lien avec la taxonomie et la systématique. Les variations possibles, vous allez voir qu'à partir de ce modèle, on peut avoir un grand nombre de niveaux de variation possibles. La symétrie. La fleur peut être symétrique ou non symétrique. C'est symétrique, c'est-à-dire une symétrie axiale régulière, alors qu'il peut présenter une forme non symétrique. Symétrie ici, c'est par rapport à une symétrie axiale. On va prendre la symétrie axiale comme le repère. Quand il y a symétrie axiale, c'est-à-dire un axe de symétrie, les pièces sont disposées autour de cet axe et on va voir un grand nombre de plans de symétrie. On parle de fleurs régulières ou le terme technique actinomorphe. S'il n'y a pas de symétrie axiale, on peut avoir un plan de symétrie. Dans cette fois-ci, on a un seul plan de symétrie. La fleur est dite irrégulière ou zygomorphe. Bon, ces deux types floraux caractérisent bien sûr différentes familles. La zygomorphie, par exemple, caractérise les fleurs des labiés. Disposition des pièces florales. Ça peut être une disposition
spiralée, c'est-à-dire toutes les pièces florales s'insèrent sur une spirale. C'est la disposition qu'on va trouver chez les angiospermes les plus primitives, donc comme la famille des Magnoliaceae. La disposition cyclique est considérée comme plus évoluée et les pièces florales sont disposées sur des cercles. On utilise aussi le terme de verticilles, sur des verticilles, spiralés ou verticillés ou cycliques. Le nombre va varier suivant les espèces, suivant les familles. On va avoir des modèles construits sur un nombre de 2 pièces, 3 pièces ou 4 pièces ou 5 pièces ou des multiples de 5 ou des multiples de 3, etc. Donc, les pièces aussi peuvent varier par leur présence ou absence. Ici, l'exemple du périanthe. Dans l'exemple que j'ai montré, exemple typique, la fleur hermaphrodite, on a un périanthe formé de 2 types de pièces, donc dichlamidées, c'est-à-dire avec corolle et calice. On peut avoir des fleurs avec un seul type, comme chez, par exemple, une famille monocotylédone, chez les Liliaceae, par exemple, on a des seuls types de pièces qu'on appelle des tépales, donc on a un périanthe monoclamidé. L'extrême, c'est qu'il peut être totalement absent. Donc, on va parler de périanthe aclamidé. Donc, les pièces peuvent changer par leur disposition, par leur forme, par leur présence ou absence, donc différents niveaux. Il y a aussi le niveau de rapport entre les pièces. Les pièces peuvent être libres. Tous les sépales sont insérés d'une manière libre et on peut donc détacher sur la fleur séparément, pièce par pièce. Donc on parle de pièces libres, donc des sépales ou des pétales libres. On utilise le préfixe diali pour qualifier cet état. On va parler de dialisépale, dialipétale, ou au contraire, ils vont être soudés. Donc, quand on soulève la pièce, on ne soulève pas une seule pièce, mais l'ensemble du calice ou l'ensemble de la corolle. On va parler de pièces soudées, donc gamosépale, gamopétale. Ici, vous avez une illustration de ce que je viens de dire, opposition entre 2 types de symétrie, une fleur régulière actinomorphe ou une fleur zygomorphe. Une fleur actinomorphe avec des pièces soudées, donnant une forme particulière, un entonnoir ou une cloche. Une autre fleur, donc zygomorphe, mais avec des pièces soudées, donc, mais présentant une autre forme. Puis, vous avez l'illustration dont j'ai parlé sur l'absence, ou l'absence, la présence avec une ou seule type de pièce en ce qui concerne le périanthe. Il y a un niveau de variation par rapport au type de base que j'ai parlé, la plante hermaphrodite, qui est intéressant et qui est très important à connaître dans les études sur la biologie de la reproduction et la biologie florale des angiospermes, l'évolution aussi des systèmes de reproduction chez les angiospermes, c'est la notion du sexe de la fleur. Donc, on a dit, exemple présenté comme type, l'hermaphrodisme. Sur une fleur, vous avez les 2 sexes. Après, vous pouvez avoir plusieurs variations. Donc, séparation des sexes dans les fleurs, et dans ce cas, vous allez avoir 2 types de fleurs, 2 types de situations, avec 2 types de fleurs, bien sûr, puisqu'il y a séparation du sexe. Mono, ici, vous allez avoir 2 fleurs, mâles et femelles, mais portées
par le même pied, sur le même appareil végétatif, donc par le même organisme. On parle de monoïcie. Dès ici, il y a séparation des sexes sur les fleurs, mais également séparation donc de types de fleurs sur les pieds. Donc là, on va trouver un pied mâle, un pied femelle, chacun portant des fleurs de chaque type de sexe. Puis vous allez avoir un autre niveau de variation. Vous allez avoir deux types de fleurs. Une fleur hermaphrodite et une fleur donc mâle ou femelle. Gynodo ici, vous avez les fleurs hermaphrodites et les fleurs gyno-femelles. Andro, là vous allez avoir des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles. Ici, ils vont être portés par des pieds différents. Donc, ici, vous avez la fonction donc mâle ou femelle qui va être répétée deux fois, puisqu'il est porté par une fleur spécifique et il est représenté sur la fleur hermaphrodite sur des pieds différents. Ici, c'est la même structure, deux types de fleurs différents, mais comme pour la monoïcie, ils sont portés par le même pied. L'organisation des appareils reproducteurs. Vous avez ici l'appareil reproducteur mâle. Donc, l'androcée, c'est l'ensemble des étamines, vous les voyez ici. L'élément, c'est une étamine. Une étamine est constituée donc d'un filet et des anthères. Vous voyez ici des anthères ouvertes et en jaune, ce sont le pollen qui vont être libérés. Voici un schéma représentant l'organisation des anthères avec dans deux situations, jeune encore fermé, ouvert à la déhiscence qui va libérer le pollen. Ici, vous avez une coupe transversale au niveau des anthères qui vous montre la structure interne. Et dans structure interne, vous voyez donc qu'il y a deux tecs et deux parties. On les appelle des tecs. Et dans chaque partie, vous avez deux sacs polliniques. Chaque sac pollinique, si on veut l'interpréter, pour revenir aux notions de cycle de vie et du fonctionnement du cycle de vie, c'est un microsporange, donc c'est le lieu où se déroule la méiose, et c'est là où est produit le gamétophyte mâle, le grain de pollen. Le système d'ouverture peut être différent. Ici, vous avez une déhiscence longitudinale par des fentes de déhiscence, mais peut faire par des pores ou par des valves. Vous voyez ici une vue de l'organisation du gamétophyte mâle, le grain de pollen, avec la stéréostructure, l'ornementation externe de l'exine. Pour rappeler donc la structure, vous avez le sporoderme qui est constitué de deux parties non vivantes. L'exine qui est la sporopollinine avec les pores, et c'est elle qui présente ces structures, ces ornementations. La deuxième partie vivante, l'intine donc du sporoderme, puis la partie donc cellulaire avec les noyaux à l'intérieur. Je vous rappelle, c'est le gamétophyte mâle. Voici une coupe résumant la structure d'un grain de pollen vu au microscope électronique. Donc, on reprend le sporoderme exine intine et à l'intérieur, le gamétophyte avec donc un noyau végétatif et des noyaux gamétiques qui vont jouer le rôle des gamètes. Il faut se rappeler du cycle de vie chez les angiospermes. Chez les angiospermes, on peut trouver deux types de pollen, bi ou trinucléés. Suivant le cas, on a deux noyaux gamétiques ou un noyau gamétique. La différence, c'est qu'ici, il y a eu une division. Les deux noyaux vont jouer, ou les deux types de noyaux vont jouer des rôles différents. Le noyau végétatif, c'est lui qui va assurer lors de la germination la croissance
du tube pollinique. La croissance et l'orientation du tube pollinique qui constitue en quelque sorte l'appareil végétatif du gamétophyte mâle, qui porte donc les deux gamètes mâles réduits à deux noyaux. Donc, l'organisation de l'appareil reproducteur femelle. L'appareil reproducteur femelle, l'unité de base, on a dit c'est un carpel. Le carpel est formé d'un ovaire, c'est l'innovation, c'est les angiospermes par rapport au gymnosperme. À l'intérieur de l'ovaire, vous avez l'ovule ou les ovules, un style et un stigmate. Cette organisation de base peut connaître des variations. Il peut être simple, il peut être multiple. Quand il est multiple, il peut être soudé ou libre. Quand il est soudé, il peut être soudé totalement ou partiellement, soit seulement par les ovaires, et vous avez plusieurs styles et stigmates, ou comme ici, totalement. Donc, la disposition de l'ovaire peut prendre différentes formes. Il peut être super, infère ou semi-infère, suivant donc le niveau d'insertion sur le réceptacle en comparaison avec les autres pièces florales. Voici une organisation super, une organisation infère. Voyez donc les autres pièces supérieures. Et cela va déterminer la nature ou le type des fruits qu'on va obtenir. Il y a aussi une variation par le type de placentation, c'est-à-dire le mode de fixation des ovules. Il y a trois types de base, donc une placentation axiale, pariétale, centrale ou axile. Ici, axillaire. Je accélère pour arriver à l'organisation de l'ovule. Donc, l'ovule va avoir donc cette structure des téguments, puis nucelle et un sac embryonnaire. Le nucelle, je rappelle, tout ça, c'est déjà été étudié dans les cycles de vie chez les angiospermes, correspond au macrosporange, et à l'intérieur, vous avez le gamétophyte, le sac embryonnaire, qui, lui, est donc haploïde, et c'est le gamétophyte femelle. Le gamétophyte femelle donc possède une structure pluricellulaire organisée en deux pôles, puisqu'il est orienté vers l'ouverture, vers le micropyle. Vous avez les deux synergides, une anosphère, un noyau polaire. En réalité, il y en a deux, donc on les voit bien ici, et les cellules antipodes. La pollinisation se fait donc par germination du pollen. Le grain de pollen, donc, noyau végétatif, va assurer sa croissance et son orientation, et les deux gamètes vont être mis en contact avec le sac embryonnaire,